Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et la suite est difficile pour notre rédacteur en chef, vous l'imaginez bien. Sans vogue, l'argent ne rentre plus aussi facilement et Michel refuse de travailler pour des entreprises contrôlées par le gouvernement de Vichy, malgré plusieurs propositions alléchantes. Ce refus, c'est son seul moyen de résistance. Enfin, presque. En juillet 1942, Le Figaro propose à Michel le projet insensé de créer un album photo de mode sans l'accord de Vichy ou du Troisième Reich. Le magazine doit être réalisé à Monaco avec l'aide d'imprimeurs, de graveurs et d'artistes en tout genre, désireux de montrer que l'occupation ne leur fait pas peur. Le cœur de la haute couture parisienne continue donc de battre. Michel, pourtant surveillé par les services secrets, se lance dans l'aventure sans la moindre hésitation. 4 albums photos sortent de cette collaboration, si j'ose dire, et sont immédiatement considérés comme un acte de résistance sans précédent. Après tout, sauver la France, c'est aussi sauver sa culture. De son côté, Lucien ne tient pas en place. Seul à New York, loin de l'action, il a une nouvelle fois l'impression de se dérober pile au moment où son pays a le plus besoin de lui. Il n'avait pas le choix pourtant, depuis les années 30, il est l'ennemi numéro 1 de Berlin, qui analyse en détail chacune des parutions de vue, osant parler des camps d'internement, du réarmement de l'État allemand ou des exactions antisémites. Lucien est leur plus fervent détracteur. Pour s'occuper, il finit par rejoindre les bureaux du Vogue américain, mais très vite la ligne éditoriale de la revue le fait déchanter. Pas une seule image de la mode parisienne n'est publiée. Les couturiers américains profitent de la situation pour prendre le devant de la scène exactement comme ils l'avaient fait pendant la Grande Guerre. Lucien est tout simplement écœuré. C'est pas ici qu'il va pouvoir aider ses camarades français. À partir de là, il va enchaîner les douches froides. D'abord en décembre 1940, il perd sa nationalité française et puis le 24 août 1943, il apprend dans le New York Herald Tribune que sa fille aînée a été conduite en camp de concentration. Marie-Claude a été capturée et ils ne se sont même pas quittés en bons termes. Mais que s'est-il passé ? En fait, depuis la fin du pacte germano-soviétique, les communistes sont redevenus la cible des nazis. Marie-Claude, évidemment, en fait partie, d'autant plus qu'elle est la fille de Lucien Vogel. Elle vit donc dans une clandestinité parfaite, au cœur de la France occupée, continuant de mener son combat dans l'ombre. Et systématiquement, quand elle met le nez dehors, elle se déguise grossièrement de crainte d'être repérée. Le 9 février, pourtant, elle est arrêtée pendant qu'elle dépose un paquet chez un contact. Et là, son enfer est sur le point de commencer. Elle est d'abord envoyée dans une prison de Fresnes avant d'être transférée dans un camp à Compiègne. Là-bas, le 23 janvier 1943, 230 Françaises se préparent à partir vers l'Est. Le lendemain, dès l'aube, elles sont entassées dans des camions pour être emmenées à la gare. La tension est palpable. Elles sont terrifiées. Elles conservent néanmoins un sang-froid exemplaire, réussissant vite à remplacer leur angoisse par une étincelle de résistance. Hors de question de s'effondrer devant l'ennemi. En signe d'insoumission, elles entament soudainement, d'une même voix, les premiers couplets de la Marseillaise à plein poumon, faisant frémir les quelques promeneurs matinaux qui assistent au passage du convoi. Elle passe ensuite 4 jours entiers à bord de wagons sales plongés dans le noir complet, avec pour seule nourriture un pauvre bout de pain et 10 cm de saucisson chacune. Alors qu'elles s'habituent à peine au roulement angoissant du train et que leurs yeux ne se sont que trop adaptés à la pénombre ambiante, les portes du train sont enfin déplombées. Vous savez, les plombs, c'était ce qui fermait les portes. Nos 230 Françaises sont arrivées. Elles sont arrivées à Auschwitz. Les SS les font sortir des wagons à coups de crosse. Elles passent désormais sous le porche du complexe de Birkenau. En tête de colonne, la tête haute, Marie-Claude et quelques amies militantes entament une nouvelle fois la Marseillaise. Et bientôt, toutes vont chanter. Parmi les prisonnières déjà présentes, certaines regardent leur passage, les yeux remplis de larmes, aussi admiratives qu'ahuries par cet acte de révolte. Je
ne vais pas ici vous décrire l'horreur de la vie dans les camps de concentration, c'est pas le propos de l'émission, et puis vous avez vu nombre de reportages et de films sur Auschwitz, mais sachez que Maïko vit un enfer qui est pourtant moindre par rapport à la situation de beaucoup de ses camarades. En effet, grâce à sa maîtrise de la langue allemande, elle est promue au rang d'interprète. Le 24 février, son ami Daniel Casanova réussit même à la faire engager en tant que secrétaire à l'infirmerie. Daniel est à la tête de la résistance des Françaises du camp. Elle sert donc à Marie-Claude de ticket d'entrée dans le réseau global de résistance de Birkenau. Le but principal de ce groupe, c'est de créer l'entraide. Il s'agit donc d'abord de trouver du travail et de la nourriture aux plus faibles pour économiser leurs forces, puis de leur communiquer des informations sur l'extérieur pour entretenir leur morale. L'Allemande Marie-Claude est un atout inestimable, évidemment, pour ce dernier point, surtout que son poste à l'infirmerie lui donne accès à une petite radio où elle écoute clandestinement les actualités. Second objectif de la résistance, faire passer des informations sur le camp à leurs alliés, postés à l'extérieur. L'enjeu est majeur. Non seulement ça peut aider lors de la libération, mais ça permet aussi de tenir tout le monde au courant des atrocités qui se déroulent à l'intérieur des murs d'Auschwitz. Vous voyez, on ne peut pas dire on ne savait pas. Au milieu de la torpeur ambiante qui règne sur le complexe, le premier réel mouvement de panique intervient quand Maïko apprend par la radio l'avancée des soviétiques sur le territoire. En fait, les détenus craignent que les SS prennent peur et décident tout simplement de tous les exterminer pour ne laisser aucune trace. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.